J'invite M. Denis Coderre à prendre place sur scène. Bonsoir, M. Coderre. Comment ça va? Je vous rappelle que vous avez 2 minutes par question. Oui. Oui. Travaille là-dessus. Dimanche dernier, les citoyens de Milton Park ont manifesté devant le Royal Victoria pour signifier leur désaccord avec toute forme de privatisation du terrain. Ce groupe estime que le site devrait demeurer ouvert et accessible pour toute la collectivité. Une position que partagent d'ailleurs les Amis de la montagne. Quelle est votre réponse à la demande des citoyens mobilisés lors de cette manifestation et que proposez-vous comme vision pour le site du Royal Victoria? Qu'allez-vous faire pour la réaliser? Je pense que l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que si on est même capable de dire non, c'est parce qu'on a un nouveau statut de métropole et on s'est donné des outils pour pouvoir faire des choses. Alors, on peut blâmer l'ancienne administration toujours, mais s'il y a des choses qu'on peut faire de façon progressiste maintenant en matière d'habitation, c'est parce qu'on a le pouvoir de le faire. Je vous dirais que j'ai rencontré, comme Balarama, les gens de McGill, qui ont fait un travail extraordinaire, qui nous ont présenté des choses assez exceptionnelles. On attend toujours des nouvelles de la fameuse piscine qu'on devait s'occuper dans les 4 dernières années et qu'on n'a pas fait. Moi, je pense qu'on doit avoir une certaine mixité. Ça ne sera pas privatisé. Ce projet-là, pour moi, je le trouve intéressant, qu'on lui donne un caractère académique, qu'on protège évidemment les buildings afférents. Les buildings excédentaires, on pourrait les récupérer, comme on a fait, nous, avec les hospitalières. Hein. C'est un projet qui était assez extraordinaire. Et puis, assurer qu'il y ait quand même des éléments publics pour que les gens puissent les partager. Donc, la fameuse piscine, je pense que ça, c'est important. On a besoin, tout en protégeant, par exemple, le Mont-Royal, évidemment, reverdir certains stationnements, rendre ça beau, accessible. Est-ce qu'on peut parler aussi de logement, notamment de logement étudiant? Je caresse l'idée d'une cité universitaire pour l'ensemble des institutions. Ça ne veut pas dire de bâtir en hauteur, ça veut dire à la lumière, c'est de requalifier les bâtiments déjà existants. Et puis avec ça, c'est sûr que je suis toujours très sensible à la question de l'itinérance, donc il y a des choses qu'on peut faire en conséquence, mais il faut le faire de façon pragmatique. Il faut être concret. On peut promettre beaucoup de choses, mais quand on n'a rien fait dans les 4 dernières années, c'est facile de dire « je vais le faire », mais quand on ne l'a pas fait, on va être solide, concret, et on va travailler en conséquence pour s'assurer qu'on puisse avoir un juste milieu. Merci beaucoup. Au début de l'été, la multiplication de la chenille appelée spongieuse a stupéfait les Montréalaises et les Montréalais, témoins des ravages sur la montagne. Les changements climatiques apporteront d'autres problématiques, comme la grille du Frêne, par exemple, dont nous connaissons les effets néfastes sur les milieux naturels. Pour protéger la biodiversité de la montagne, quelles actions concrètes allez-vous mettre en œuvre pour lutter contre les changements climatiques et aider à mieux encadrer les comportements nuisibles des usagers sur la montagne? Je pense qu'il y a une réalité curative avant toute chose. Vous qui avez travaillé pendant 30 ans au Biodôme, vous savez pertinemment que les changements climatiques amènent ce fléau. Donc, c'est pour cette raison que je suis très fier du leadership de notre administration à l'époque. Quant au niveau de la communauté métropolitaine de Montréal, c'est pas juste de combattre la grille du Frêne, c'est de s'assurer qu'on puisse avoir une réglementation cohérente dans l'ensemble des municipalités. Et pour le Mont-Royal, qui à l'époque était moins touché, mais qui l'est présentement, on doit assurer qu'on met l'argent en conséquence. Donc, on doit travailler avec les outils de prévention, mais il faut aussi y aller de façon curative. Donc, il faut investir en conséquence. Au même titre qu'il faut s'attaquer à la chenille spongieuse. Donc, il va falloir qu'on travaille de ce côté-là. Et l'autre élément, c'est de s'assurer justement qu'on puisse protéger les milieux. Donc, il y a une réalité, je dirais, presque biologique à s'occuper au niveau des insectes et tout ça, mais il faut aussi soit replanter, soit protéger avec des types d'arbres qui pourront assurer qu'on puisse protéger la canopée. Donc ça, je pense que c'est essentiel, c'est important. Et puis, quand on croit puis qu'on aime vraiment sa montagne, il faut lui donner les outils pour le faire, comme on l'a fait à l'époque. Et c'est clair que je vais continuer avec notre équipe parce que ce qui est important,
Le Mont-Royal, moi, je voulais que ça soit sous la juridiction du maire. Donc, la mairesse actuelle l'a conservé. Mais pour moi, c'est essentiel aussi d'avoir cette capacité politique et de pouvoir s'en occuper personnellement pour dire à quel point que la montagne est importante pour notre administration. Merci. On parlait des comportements nuisibles des usagers. La prochaine question est un peu là-dessus. La montagne est de plus en plus fréquentée et plusieurs usages doivent cohabiter de façon sécuritaire et conviviale. Que ce soit la pratique sportive ou de loisirs, les transports actifs, véhiculaires, collectifs, la popularité d'activités émergentes comme la course à pied hors circuit, hors sentier ou le vélo de montagne nuisent à la santé des milieux naturels. Projet Montréal a pris position contre la pratique du vélo de montagne hors sentier sur la montagne. Quelle est votre position et celle de votre parti? Comment pourriez-vous vous assurer une cohabitation sécuritaire entre les vélos de montagne et les autres usagers, tout en protégeant la biodiversité de notre milieu? Vous m'avez craqué, là. Ah. Je vous disais, c'est bon, ça, hein? Très bonne animatrice. C'est parce qu'on dit d'un côté qu'on est contre le vélo de montagne, mais de l'autre côté, on dit qu'il y a une loi, mais on constate qu'il n'y a rien qui est fait. Fait que c'est beau parler, là. Dalida avait une magnifique chanson, « Paroles et paroles et paroles », mais à un moment donné, il faut être aussi concret. Alors, moi, j'ai de la misère avec le vélo de montagne. Moi, c'est sûr que je pense que si on veut protéger la montagne, il faut, dans un premier temps, gérer les chemins informels, donc une signalisation. Mais on parle beaucoup de sécurité, là, il fait noir, hein? Il y a un problème de sécurité avec la montagne. Puis ça s'appelle le SPVM. Il faut travailler aussi en conséquence. Je me souviens qu'on travaillait sur la question aussi de la luminosité. Donc, il va falloir qu'on ait une signalisation puis une protection des chemins, puis qu'on s'assure qu'il y ait le moins de chemins informels qui servent à d'autres choses que ce qu'elle doit servir. Donc, pour moi, le vélo de montagne, je pense qu'il faut y faire attention. Je vois mal, il va falloir qu'on m'explique en quoi c'est pertinent, le vélo de montagne, si on veut protéger les sentiers. Donc ça, pour moi, c'est essentiel. Mais on va le faire en équipe, puis on va se parler. Mais avant même tout ça, je pense qu'on doit travailler sur la question de sécurité comme telle. Il y a un problème de sécurité à la montagne. C'était vrai il y a quelques années, c'est toujours vrai. Puis travaillons ensemble pour trouver les solutions, parce que protéger sa montagne, c'est aussi protéger les gens qui la fréquentent. Et pour moi, ça, c'est essentiel et important. Merci. On prend note. Ah oui, on va se reparler après ça. En juillet dernier, l'Office de consultation publique de Montréal déposait un rapport concernant le projet de tour au-dessus du nouvel édifice de la Baie au centre-ville de Montréal. Ce rapport recommandait de diminuer la hauteur du bâtiment, initialement prévu à 120 mètres, notamment pour atténuer l'effet de barrière visuelle entre le fleuve et le Mont-Royal. Nous avons entendu différentes positions sur la hauteur permise pour des projets d'édifices au centre-ville, et nous aimerions connaître votre position à long terme. Quelle importance accordez-vous à la présence emblématique du Mont-Royal et quelle alternative au gratte-ciel proposez-vous pour dynamiser notre centre-ville? La réalité du centre-ville, c'est que si on veut combattre l'étalement urbain, on doit parler nécessairement de densité. Et ce n'est pas juste une question de promoteur. L'abordabilité a un lien direct avec la densité. Et si on veut avoir une mixité réelle, on a besoin de regarder la notion de densité. Ceci étant, on doit parler de densité douce et intelligente. C'est dans ce sens-là que je voulais le débat. OK, on s'entend, ça ne sera pas plus haut que le Mont-Royal, mais là, vous avez dit 120 mètres. Donc, est-ce qu'il y a des immeubles signature qui vont nous permettre justement de protéger les vues? Parce qu'on me parle juste, c'était par rapport au pont Concorde, 120 mètres, je pense. c'est la tour au-dessus. Non, au-dessus, c'est ça. C'est ça que je dis. C'est en ce sens-là. Donc, je pense qu'on peut faire des choses signatures. Est-ce qu'on peut trouver des compromis? L'autre réalité, c'est qu'on ne doit pas faire de développement économique au détriment du développement environnemental, mais on ne doit pas faire du développement environnemental aussi. Il doit y avoir un équilibre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'avoir un équilibre? Il y a des propos comme Balarama qui a parlé tantôt de dire à partir de tant de mètres, on ne fait pas plus haut que. C'est ça mon concept de la densité douce et intelligente. Mais il faut aussi être pragmatique et de s'assurer, est-ce qu'on est capable d'avoir un juste milieu entre les deux? Est-ce que le choix, c'est pas de projet pantoute, puis c'est ça qu'on veut? Alors, trouvons une façon. Je vois M. Demers qui a bâti le quartier international.
On peut faire les deux. Il faut trouver un équilibre entre les deux, puis il faut se parler. Et puis, mais garder en tête qu'on doit protéger nécessairement et inévitablement, de façon incontournable, les vues du Mont-Royal. Mais travaillons ensemble pour trouver une façon, mais je ne voudrais pas qu'on se dise que c'est la cause de, quand il y a peut-être des petits ajustements à faire pour arriver à ce qu'on puisse avoir une solution gagnante-gagnante. Merci beaucoup. C'est terminé pour les questions des Amis de la montagne. Je passe maintenant la parole à Marilyn pour les questions du public et ensuite pour les questions des journalistes. La parole est à toi. Merci beaucoup. Alors, M. Coder, la première question. Le Mont-Royal, contrairement aux autres montagnes montérégiennes, ne possède que très peu de milieux humides naturels. Tous sont malheureusement en déclin à cause de l'impact humain. Que comptez-vous faire pour contribuer à leur renouvellement sur la montagne? Bien, c'est pour cette raison notamment qu'on a parlé de la réfection du lac des Castors. Si on a des choses à faire, on va le faire. Faut créer les milieux, il faut protéger les milieux, il faut protéger la montagne, il faut le faire. Alors, on va regarder les besoins concrets pour y arriver. Je pourrais vous dire que aussi l'important, c'est l'entourage, alentour sur l'île. Mais à un moment donné, il faut aussi parler en termes d'accessibilité. Regarde, on a protégé Meadowbrook à l'époque. On parlait tantôt, Mme Lalonde parlait de la question du technoparc. J'ai le parc des Monarques, on veut aussi le protéger en ce sens. Mais il faut qu'il y ait un dialogue. Il ne faut pas que ce soit un débat sans nuance. Il faut qu'on trouve des façons où on est capable de se parler, puis qu'on ne tombe pas dans le croix ou meurt, puis qu'on puisse assurer aussi une accessibilité, puis un équilibre dans le propos. Parfait. Alors, les parcs urbains jouent plusieurs rôles. Terrain de jeu pour les sports organisés et libres, un contact essentiel avec la nature, des endroits de socialisation, des espaces de détente. Quelle est votre vision pour harmoniser tous ces rôles? Bien, je pense que dans les questions que Rachel nous a posées, il y avait comment on traite la montagne. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Ça prend aussi des changements de culture. Donc, quand on est sensible à la montagne, il faut aussi jouer un rôle dans l'éducation de la montagne. Et en ce sens-là, c'est important. De génération en génération, on voit qu'on est très sensible, puis il y a la réalité des changements climatiques qui nous amène à poser des gestes concrets en ce sens. Donc, on a un rôle de diffuser de l'information. On a aussi un rôle d'apprendre à respecter la montagne et respecter les espaces verts, mais on doit le faire en concertation et assurer que les gens puissent participer à l'effort collectif. Alors, pour moi, c'est une question de dialogue, c'est une question d'aménagement. Hein? Par exemple, ça prend plus de parcs à chiens. On peut avoir des coins pour les parcs à chiens et de s'assurer qu'on travaille en conséquence. Je ne parle pas du Mont-Royal, là. Joanne me regarde. Ça n'a rien à voir. Mais c'est de trouver des outils pour arriver à protéger et à combattre en même temps les changements climatiques. Parfait. Alors, une autre question qu'on a reçue, qui se lit comme suit. L'Hôtel-Dieu est appelé à changer de vocation et les citoyens ont été invités par la Ville de Montréal à l'occuper progressivement, selon le modèle de l'occupation transitoire en proposant des projets qui respectent l'esprit des lieux. Envisageriez-vous, de multiplier les processus participatifs novateurs comme celui de l'Hôtel-Dieu durant votre mandat? Je n'ai pas de problème avec ça, mais je constate que dans les 4 dernières années, on a laissé le dossier des hospitalières. On n'a pas travaillé à bon escient. On a beau se vanter puis sortir continuellement, je vais faire, je vais faire, je vais faire. Il y a un mot qui est important en politique, c'est le mot « assumer ». Le leadership, ce n'est pas toujours la faute des autres, puis de tenter de blâmer, puis de pointer du doigt les individus. C'est de se dire, qu'est-ce que j'ai fait, moi, pendant les 4 dernières années, puis comment je vais l'assumer. Moi, j'ai un défaut, j'aime ça me mêler de mes affaires, puis des fois, même ce qui ne me regarde pas, pour tenter de trouver des solutions pour l'effort collectif. Alors, l'Hôtel-Dieu, on a besoin de plus de logements sociaux. On a besoin, parce que les sœurs étaient très claires avec Sœur Thérèse, on disait, il y a une âme à ce bâtiment-là, il faut respecter l'âme de ce bâtiment-là. Et on parlait aussi d'un réfectoire qui pourrait permettre aussi d'avoir une cantine pour les sans-abri avec Massimo Bottura. Et je pense qu'on est capable de tout faire ça, mais on va le faire en concertation avec la communauté. Parfait. Alors, la question qui va revenir à tous les candidats, quelle est votre vraie première priorité pour la montagne et en quoi se distingue-t-elle de celle de vos adversaires?
Bon, je ne sais pas si ça distingue, mais on a parlé tantôt de la spongieuse et de la grille du frein, puis on a parlé de sécurité. Si on veut vraiment protéger la montagne, il faut commencer aussi par voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de sa biodiversité, puis comment on peut protéger ça. Il y a des réalités, comme on a eu avec le lac des Castors, Peter, on s'en est parlé souvent, avec la maison Smith et tout ça. Je veux dire, on a beau vouloir protéger le patrimoine, à un moment donné, il faut que les bottines suivent les babines. Alors, je pense qu'en ce sens-là, le rôle de la Ville, si on est en plus en charge comme maire de la montagne, il faut qu'on se donne les outils. Il faut qu'on donne des outils aussi aux Amis de la montagne, parce que si on veut qu'ils fassent un travail de concertation avec la table, il faut qu'il y ait les outils aussi pour travailler avec. Donc, on a besoin de parler de ressources financières, notamment, en ce sens-là. Quand ça, c'est fait, on a tous la vision. J'ai signé les cinq priorités. On va travailler en conséquence, mais on a besoin de travailler à court terme, à moyen terme et à long terme pour protéger ce joyau dont nous sommes tous fiers. Bien, merci beaucoup. Alors, ça met fin à la période de questions du public. J'inviterai maintenant les journalistes à venir poser leurs questions. Je promets d'être court dans ma réponse, Jérôme. Vous êtes mieux. Je vais vous parler de hauteur. Vous savez que c'est un sujet qui me passionne. Ça te passionne. Je vais me faire un peu l'avocat du diable, parce que lorsque la question vous a été posée, vous avez, je cite, vous avez dit on peut faire des choses signature, on peut faire des compromis, un juste milieu. Est-ce que c'est mieux que pas de projet pantoute? Dans le fond, ce que je déduis, c'est que vous ne changeriez pas la réglementation, donc on garderait la limite de 232,5, en tout cas, la hauteur du Mont-Royal, mais il pourrait y avoir des projets qui pourraient bénéficier d'une dérogation et le dépasser. Non, le problème, et je vous remercie, pas citoyen, je vous remercie de la question, parce que le problème, pourquoi qu'on va avoir un débat sur la densité? C'est parce que c'est une terre de dérogation, le centre-ville. Parce que quand on va travailler selon le PPU, c'est toujours là, la variation des hauteurs, puis après ça, un fin deal avec l'autre, peux-tu me donner ça si je te donne ça? C'est ça le problème. Puis le 20-20-20, bien là, on devient en compétition avec l'étalement urbain. Alors, c'est pour ça que je dis, tu sais, le Children, là, il y en avait une école qui était supposée d'arriver là, puis il y en avait des logements sociaux. Puis c'est arrivé après 2017 que le bordel a pogné. Ça, c'est la réalité des choses. Alors, moi, je vous dis la chose suivante. Qu'on se donne un carré de sable, pour le centre-ville notamment, que tout le monde soit assis à une même table. Il y a des enjeux, puis on pourra faire, quand je vais présenter l'habitation, je vais en parler en conséquence, mais je ne veux plus d'avoir un arrondissement où on gère par les dérogations. Ça n'a pas d'allure. On est capable de travailler des solutions gagnantes-gagnantes pour assurer la mixité aussi. Et sur la sécurité, parce que vous avez dit que ça va être la question de l'urne le 7 novembre, j'aimerais vous entendre élaborer un petit peu, parce que vous avez dit tantôt, vous avez parlé de problèmes de sécurité sur le Mont-Royal. Est-ce que vous pourriez développer sur ces problèmes-là? Bien, il y a des problèmes, il y a beaucoup de plaintes. Puis quand il manque 253 policiers, quand vous avez dans un arrondissement juste 4 polices à votre disposition, puis il y en a un qui est pris dans le corpo, puis l'autre qui est dans certaines enquêtes, ça veut dire que vous avez juste un patrouilleur, il y a un problème. Donc, nécessairement, au niveau du Mont-Royal, tant par certaines luminosités que par la présence policière, il y a des situations qui se passent. Puis, quand il n'y a pas de policiers, bien, il y a des choses qui peuvent arriver également. Donc, on n'est pas obligé de s'attendre à ce qu'il y ait le pire, là. Il y a assez de fusillades à gauche puis à droite, là, on le sait, là. Donc, il y a un problème de sécurité à Montréal. Et pour ça aussi, ça touche le Mont-Royal. Ça prend minimum 250 policiers de plus, là, présentement. Et quand je ferai mon annonce sur la sécurité, je vais être très, très clair en ce sens. Puis très certainement, ce n'est pas le temps de définancer puis de désarmer les policiers. Alors, quand on va travailler en ce sens-là, on va s'assurer, puis avec M. Harlett, on en avait parlé à l'époque, c'est encore plus criant aujourd'hui, ça va être un enjeu de concertation qui va être essentiel. Mais on ne joue pas avec la sécurité des gens. Oui, Félix. Oui, bonjour. Donc, il y a 4 ans, vous aviez entrepris des démarches pour inscrire le Mont-Royal à l'UNESCO. Enlève ton masque, parce que là, c'est mon heure, j'entends rien. Il n'y a pas de problème. Donc, il y a 4 ans, vous aviez entrepris des démarches pour inscrire le Mont-Royal à l'UNESCO comme patrimoine protégé. Est-ce que vous allez reprendre ces démarches-là si vous êtes élu? Non seulement on va le faire, mais dès le lendemain, on va travailler en conséquence. Je trouve un peu drôle de dire, bien, c'est quand le Mont-Royal, le Victoria va être fini, on va pouvoir avoir ça pour pouvoir atteindre le patrimoine. Non, non. Pendant les 4 dernières années, on ne s'en est pas occupé. On ne l'a pas fait. C'est clair de même. Moi, j'y crois.
notre équipe y croit, puis on va travailler ensemble pour s'assurer que ça puisse se faire. Alors, une des façons de bien protéger le Mont-Royal, c'est d'avoir justement de pouvoir être homologué en conséquence. Donc, ça, c'est concret, là. Ça, c'est quelque chose qui va nous permettre de nous assurer qu'on puisse le faire. Quand on parlait hier de relations internationales, c'est ça. Quand on parlait d'avoir une diplomatie urbaine, c'est ça. Quand on veut être un contrepoids réel, c'est ça. Donc, quand on s'assume politiquement, puis qu'à 4 ans après, on n'est pas obligé de dire tout le temps, bien, j'aurais donc dû. Non, non, on va le faire. On va travailler en conséquence. Je vais prendre maintenant une question en anglais. Of course, Michelle. Hello, Mr. Cordero. I'll keep it short. 2 issues that have been mentioned tonight. One was the pool on the Royal Vic site. Are you committing to make that a municipal pool? I would love that because I wanted to do it. It was supposed to be done. It was a promise of the current administration, and they've done nothing in the last 4 years. And because we have also the tools to work with the status of metropolis, I think that we can have a way to do it. Of course, it's going to be costly because right now there is a situation we need to analyze the current status of the pool. But as I've done, I know that I had some of the friends of the Montreal who were not pleased with McTavish, but it is a success now to have that soccer field. But clearly we can have, through the pool, I think it would be an asset, not only for McGill, but for the population. And, you know, water is a resource that we have, and I think it would be a good thing to do. And secondly, can you be clear about what you will do to preserve, you mentioned the Monarch Fields, but I'm trying to get tonight some commitment on preserving the Technopark lands that the city controls. There is a reality of Technopark and the REM. There is a situation where, of course, it's some of the lands are to the ADLO and some are to the federal level. We need to discuss about that. On the Monarch Park, it was one of our priority during the federal campaign. As a matter of fact, I want to use that question to say also that we need a special green fund for the inequities vis-a-vis the climate change. And to do so, if the federal government is in, we will be able to be as a partner, a full partner, to be part of that. So this is some tangible tools to work with, because, you know, we can speak and talk about a lot of things. It's pretty dogmatic, but this is very tangible of stuff that an administration, because we are a metropolis, and after all, we're just the second city in Canada. So I think that we need to think and bring back that sense of metropolis to be efficient through those kind of issues. Merci beaucoup. C'est ce qui met fin à la période de questions. Merci beaucoup. Merci pour ces réponses. On peut l'applaudir. Ça va nous réchauffer un petit peu.